2 invités, un plateau, pas d'animateur. Pendant 30 minutes, face aux caméras, nos invités vont mener le débat comme ils l'entendent. Petite interview en aparté juste avant le débat. Qui êtes-vous? Je suis Christine Rouziou, je suis professeure de virologie à l'hôpital Necker et responsable d'une équipe de recherche à l'université Paris-Descartes. À votre avis, pourquoi est-ce vous qu'on a convié? Je travaille sur le VIH depuis l'histoire de la découverte du VIH en France, puisque je suis partie de l'équipe qui a la fierté d'avoir reçu le prix Nobel l'année dernière. Même question, qui êtes-vous? Je suis Stéphane Vendre, j'ai 36 ans, je suis président d'Act Up Paris, l'association de lutte contre le sida. Je suis séropositif, malade du sida depuis 10 ans. Et pourquoi vous pour ce débat? J'imagine que d'avoir la parole d'un malade et d'avoir la parole d'un associatif face à une scientifique, ça apporte un autre point de vue sur le VIH, sida, et ces deux paroles se complètent. C'est vraiment 2 points de vue différents, donc... Allez, le débat est lancé. En point de repère, la lumière rouge si on a besoin de vous interrompre. Première partie. Je serais assez intéressée de savoir quelle est votre position en ce moment sur la fin du tout préservatif. Moi, en tant que virologue, j'ai pas mal de choses à discuter avec vous. Quelle est votre position à l'association ACT UP? La campagne qu'on a menée il y a quelques temps, c'est de dire que seul le préservatif protège du sida, le reste c'est de la science-fiction. Alors évidemment, on ne peut pas faire non plus l'autruche et faire comme si les avancées scientifiques n'avaient pas d'intérêt. Il y a eu le CNS qui a donné un avis il y a quelques temps sur les traitements. Je trouve que quand même c'est une approche tout à fait intéressante pour les patients que de se dire que le traitement peut intervenir comme méthode de prévention. Pour moi, virologue, c'est une avancée assez considérable, une façon de repenser les choses. Bien sûr, je pense que le préservatif est quand même évidemment tout à fait efficace, mais cette idée de la prévention, en prenant en modèle la prévention telle qu'on la connaît bien, pour empêcher la transmission du virus de la mère à l'enfant. Donc vraiment un enfant exposé, on traite sa maman et elle ne transmet pas le virus. Oui, donc pour moi, virologue, le modèle existe vraiment. En termes de prévention, enfin, pour le grand public, c'est quand même brouiller les messages, brouiller les pistes en ce moment. Parce que les essais qui sont menés sont encore au stade de l'essai, justement. Donc, du coup, avoir un discours sur... la prévention, ça passe aussi par les traitements, c'est un discours dangereux. Le problème, c'est que depuis 2 ans, il n'y a pas eu de campagne de prévention explicite, ciblée, qu'on fait comme si tout allait bien parce qu'il y avait des traitements. Oui, non, je suis assez d'accord que le débat n'est pas bien recadré actuellement, en particulier qui est vraiment à risque, qui s'expose, comment on s'expose, quelles sont les pratiques. Là, on n'est pas forcément d'accord, mais je pense qu'il y a un moment, il va falloir dire les choses. Et là, je trouve que ça fait quand même pas mal d'années qu'on tourne autour du pot. Je trouve que le risque hétérosexuel n'est pas le même que le risque homosexuel. Le risque homosexuel dans le quartier du Marais à Paris n'est pas le même que le risque hétérosexuel dans le 16e. Alors, moi, le problème, c'est que j'ai pas envie de parler de groupe à risque, mais plutôt de pratiques à risque. Même si j'entends qu'effectivement, dans la communauté homosexuelle, on est plus exposé parce que sans doute il y a des pratiques plus... Bon, c'est la réalité. C'est la réalité. L'épidémie évolue plus dans cette communauté-là. Comment on explique alors aujourd'hui que la moitié des contaminations sont des femmes, qu'on arrive à des diagnostics tardifs, donc déjà en phase sida pour certaines personnes? Oui. Faut cibler les messages, il faut pas faire du message généraliste si on veut être entendu. Il faut savoir à qui on s'adresse, il faut expliquer quelles sont les pratiques. Et effectivement, là, je suis d'accord avec vous, c'est qu'on ne s'adresse pas à un PD du Marais de la même façon qu'on s'adresse à une femme africaine ou à une personne dans le 16e qui
qu'il y a des relations sans doute extra-conjugales, ou j'en sais rien, et qu'il faudra amener différemment avec tout le poids des valeurs religieuses ou culturelles. Mais pour autant, Bon, pour moi, la question est bien relancée en ce moment avec tout ce qui vient de paraître, l'HAS, la Haute Autorité de Santé et le Conseil national du sida, au moins sont en phase. Il faut avancer, faire connaître, faire avancer les connaissances auprès d'un certain nombre de gens, du grand public. Et c'est vrai que avancer sur le dépistage, rendre accessible le dépistage, reparler plus à nouveau du risque d'infection, de ce que font les traitements, ce à quoi on aboutit quand on est traité, ce serait bien vraiment de reclarifier la situation maintenant. Je trouve que le rapport de l'HAS tombe vraiment au bon moment parce qu'il relance le débat, y compris sur le dépistage. Alors, je ne sais pas quelle est votre position sur le dépistage. Moi, j'ai une position de virologue. Je sais pas, on est pour un dépistage systématique, une proposition systématique de dépistage, que ce soit dans les cabinets médicaux, que ce soit à l'hôpital. Quel retard aussi en France on a, puisqu'on est en 2009. Alors, le retard au dépistage... On a commencé en 2001 à mettre en place ces propositions systématiques de dépistage. Et la HAS, qui a rendu un avis récemment, a attendu quand même 3 ans après l'avis du CNS. Et Roselyne Bachelot, juste à son entrée au ministère, s'était déjà prononcée en faveur de ce dépistage systématique. Oui, je pense qu'il y a eu pas mal de retard. Il y a du retard sur l'évaluation des techniques qui pourraient être utilisées. Est-ce que c'est uniquement à l'hôpital? Est-ce que c'est les labos de ville? Est-ce que pouvoir aller dans un labo de ville sans attendre une prescription médicale, pour moi, c'est un vrai progrès. C'est vrai que ça a été un peu long. Un autre progrès que je trouverais intéressant, c'est l'accès aux tests rapides, je dirais en home test, en test individuel. C'est assez compliqué, mais en même temps, je pense que ça enlèverait cette mystification autour du dépistage. Et pour moi, il faut avancer, il faut faire attention au discours qui empêche d'avancer. Ah, parce que moi, je suis complètement favorable au dépistage et aux tests rapides, mais je pense qu'il faut quand même encadrer. On ne peut pas se permettre de laisser une personne se faire dépister toute seule chez elle. Aujourd'hui, il y a tellement de tabous autour du VIH, il y a tellement de discrimination qu'apprendre sa séropositivité, c'est quand même un poids. Ouais, moi, donc, je pense s'il n'y a pas d'encadrement autour de l'annonce... Non, il y a beaucoup de recherches parce que c'est pas tout le monde qui va faire la démarche de se dire je vais faire un test tout seul et je vais apprendre tout seul ma séropositivité. C'est pas tout le monde. Et il y a déjà une démarche de je veux savoir et je pense qu'il y a pas mal de travaux de sciences sociales qui s'intéressent à ces questions. Comment savoir, comment accéder à l'information, quels sont les circuits qu'on peut offrir, faut-il des circuits justement médicalisés systématiquement ou pas. Je trouve que toutes ces questions montrent que le débat est tout à fait intéressant et important et que rien n'est réglé. Mais ça veut bien dire qu'il y a plusieurs sortes de dépistage. Déjà, je déteste ce mot dépistage, j'aime pas ça. Mais on remplacerait par quoi alors? Ça a un petit côté Gestapo que j'aime pas, mais c'est vrai que on met tout dans le même paquet et dans le même panier, alors que c'est vrai qu'il y en a qui ont besoin d'une démarche accompagnée, pas d'autres. Alors, nous, les femmes, on sait qu'on peut faire un test de grossesse sans... Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça engage l'avenir. Ça engage l'avenir. C'est pas une maladie, je l'entends bien, mais c'est une démarche qui peut être autonome. Et je pense qu'il ne faut pas rejeter ce type de démarche. Pour moi, c'est important. C'est important, bien sûr, d'être soutenu, c'est important d'être informé, mais ça peut être dissocié. Donc je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus, sur l'élargissement de l'accès au dépistage. Comment qu'on est prêt à ça aujourd'hui? Je pense que pour le moment, l'accès au dépistage est trop restreint et que l'HAS, qui déjà autorise un dépistage sans prescription médicale, pour aller dans un laboratoire de ville, c'est déjà un pas en avant. C'est déjà un pas en avant où on favorise la démarche autonome. Je trouve que c'est déjà bien. Bien sûr, ce sera une démarche encadrée. C'est déjà mieux qu'être tout seul. Mais je pense que beaucoup n'attendent pas et vont acheter des tests sur Internet. Ça me préoccupe beaucoup plus parce que les tests sur Internet n'ont pas été validés, ne sont pas aussi sécurisés que ceux qui sont dans les laboratoires. Je pense que là, il peut y avoir des faux négatifs, il peut y avoir des faux positifs. Ça, c'est vraiment une information à penser.
Un résultat par un test sur Internet mérite d'être revérifié et reconfirmé. Ça, c'est pour moi... Je vais revenir sur cette histoire de fiabilité. Donc, je vais vous raconter un truc. J'étais donc à l'IAS, au Congrès international sur le sida en Afrique du Sud, à Cape Town. Oui, j'étais aussi. Et dans la partie des exposants, il y avait la possibilité de faire des tests rapides. Donc, j'étais un peu curieux de savoir comment ça fonctionnait. Et je suis allé... c'était un test salivaire. Donc, je suis entré dans cette entre, on a fait un test. Et le test est ressorti négatif. Donc, la personne que j'ai rencontrée était très, très heureuse de me dire que j'étais négatif. Et en fait, je lui ai appris que ça faisait quand même 10 ans que j'étais séropositif, ce qui l'a un petit peu décontenancé. Et ensuite, sa réponse était de me dire « mais ça ne se voit pas ». Mais oui. Et ensuite, elle m'a posé la question de savoir si j'avais un traitement. Donc, déjà, quand on est séropositif, il faut que ça se voit. Et si on a un traitement, c'est bon, on n'est plus contaminant ou alors on est séronégatif. Enfin, c'est très, très confus. Et je pense que d'avoir un... Enfin, moi, les questions que je me pose, c'est sur la fiabilité des tests, déjà. Alors, sans doute, les tests sanguins, les tests rapides sanguins sont plus fiables que les salivaires, j'en sais rien. Et puis, la dérive qu'on peut en avoir sur l'utilisation à la maison. Et du risque, quand même s'il est infime, il y a quand même un risque, d'avoir des personnes qui s'autotestent et disent « mais tu as bien vu, là je suis négatif ». Oui, alors c'est vrai que le test salivaire a une beaucoup moins bonne sensibilité que les tests qui se font à partir d'un prélèvement sanguin par piqûre au bout du doigt. Et on fait une piqûre au bout du doigt et on fait saigner. Et du coup, on fait le test à partir du sang total et des anticorps qui sont présents dans le plasma. En même temps, moi j'ai trouvé à Cape Town, j'ai trouvé que l'approche du diagnostic dans les pays du Sud pouvait être très différente de celle de la nôtre, qui est un petit peu frileuse. Et j'ai trouvé, notamment dans tous les programmes de proposition de la circoncision dans les quartiers de Soweto et d'Orange Farm, programmes qui sont menés par la NRS, pour proposer la circoncision aux hommes qui ne le sont pas. J'ai trouvé que la démarche qui est faite pour proposer le test est une démarche extrêmement bien acceptée. Les tantes, les grands-mères, les hommes, les femmes, toute réunion publique, il y a une petite table avec les tests qui sont proposés et la démarche vers le dépistage est largement acceptée. Et je trouvais que c'était une sacrée leçon pour moi parce qu'on ne le vit pas comme ça en France. On a encore une réticence. J'ai une question quant à la circoncision comme mode de prévention. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça a brouillé aussi les messages quand on a fait cette annonce il y a quelque temps, à savoir que la circoncision est préventive dans la transmission de la femme vers l'homme et non pas l'inverse. Si je me trompe, vous me dites. Et du coup, on a l'impression que si on est circoncis, c'est bon, on est protégé de toute façon du VIH, alors que c'est pas le cas. Oui, alors c'est tout à fait vrai. C'est assez compliqué de comprendre comment la circoncision peut être éventuellement un mode de prévention. En fait, un homme circoncis a un moindre risque d'attraper lui-même l'infection à VIH, et donc de l'attraper et de la transmettre. Donc ça implique forcément lui-même et ça implique les partenaires. C'est pas un mode de prévention complet du tout, c'est pas systématique et c'est pas, et il y a des hommes circoncis qui peuvent attraper, mais ils l'attrapent avec un risque moindre. Pour moi, les résultats obtenus dans les pays du Sud sont extrêmement intéressants puisque finalement, ils sont positifs. On a protégé des hommes, on a protégé des femmes et on peut vraiment améliorer cette protection même si elle n'est pas totale. Ça permet aussi de discuter avec eux, d'aborder la question du dépistage, d'aborder la question du VIH. Donc finalement, c'est un package en quelque sorte qui évidemment ne dit pas fin du tout préservatif, ça c'est évident. Mais ça a beaucoup fait avancer le débat sur la connaissance et l'acceptation de cette connaissance. En même temps, la circoncision seule n'est pas une méthode de prévention en soi. Non, mais je trouve qu'il y a des données très intéressantes. La circoncision est perçue de façon différente selon les pays, et on a des données culturelles assez différentes d'un pays à l'autre. Et il y a des pays où la prévalence est restée extrêmement basse, alors que, en Afrique de l'Ouest notamment, alors que, a priori, c'est des pays où circulent beaucoup les différents virus HIV1 et HIV2. Et donc, il y a sans doute déjà une participation du fait que dans certaines cultures, la circoncision
circoncision est systématique et du coup, le virus circule moins, les chaînes épidémiologiques sont bien moins, solides qu'en l'absence de circoncision. Vous pensez que c'est une méthode de prévention qu'on peut appliquer en France? C'est complètement irréalisable. Je pense que c'est une supplémentaire, un plus, c'est à discuter, c'est à réfléchir, c'est vrai que le préservatif peut être excessif, tous discutent. Je pense que c'est pas la fin du tout préservatif, je pense que c'est le début de beaucoup de choses mises côte à côte et qui sont complémentaires et surtout qui font accéder à la perception du risque. Après la circoncision, il y a aussi une autre méthode qui est à l'essai en Afrique du Sud, à Lima et aussi aux États-Unis, qui est sur les traitements en prévention, les PrEP. Il se trouve que pour moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème de savoir qu'on doit prendre... Il est conseillé de prendre un médicament par jour quand on n'est pas malade pour se protéger du SIDA. Pas infecté. Pour se protéger du VIH. L'infection. C'est-à-dire que le traitement est vraiment préventif, l'organisme est imbibé de médicaments et du coup empêche l'entrée du virus dans l'organisme. Ce traitement préventif, vous paraît une idée farfelue? Farfelue quand on prend un traitement depuis 10 ans, quand on connaît les effets secondaires, quand on connaît les histoires de nausées, de fatigue, et se dire que quand on est en bonne santé, il va falloir prendre un traitement, c'est une idée un peu étrange. Après, que ça fonctionne et que ça puisse protéger des gens, ok, mais est-ce que les personnes qui vont prendre ce traitement en prévention vont être observants? Parce que j'imagine que si on arrête le traitement en cours ou qu'on a oublié une prise, à nouveau, on augmente le risque. Ça, c'est une question aussi, puisque les études sont en cours et on n'a pas encore les résultats. Donc, et j'ai peur aussi que les annonces qu'on a faites autour de cette méthode-là brouillent aussi les pistes. Et puis en plus, quelle ironie de dire à des gens riches, dans les pays riches, qu'on va leur donner des traitements en prévention, alors qu'il y a d'autres pays, dans les pays du Sud, on n'a même pas accès à des traitements que nous avons. Il y a énormément à construire, il y a énormément à faire au Sud. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses, ça a bien avancé. Il y a quand même vraiment beaucoup de patients maintenant mis sous traitement dans les pays du Sud. On est loin du compte. On est loin du compte et on attend trop de la recherche. Ils sont mis sous traitement avec des médicaments dont on ne veut plus ici. Ils ont accès à des traitements de première ligne, de première génération, qui ont des effets secondaires très lourds. Ils n'ont pas accès à ces nouveaux médicaments de seconde ou troisième génération. L'ironie encore avec cette conférence de Cape Town, où tous les laboratoires étaient présents en train de montrer leurs nouvelles molécules, les nouveaux assemblages, et dans un pays qui n'avait même pas accès à ça, où on leur disait « mais c'est pas grave, de toute façon on va vous donner des médicaments à coût moindre, parce que de toute façon ça vous ira bien ». Et puis ensuite, on leur montre des médicaments qui sont mieux tolérés, qui coûtent peut-être plus cher à fabriquer, mais auxquels ils n'ont pas accès. Oui, l'accès systématique, large à tout est totalement irréaliste et impossible dans l'état actuel. En tant que virologue, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment s'organiser pour qu'on induise une bonne observance, qu'ils comprennent bien la nécessité de bien prendre les médicaments, comment on peut les aider dans cette observance, comment on peut suivre les CD4, comment on peut rendre accessibles les médicaments. Déjà, l'organisation de toute cette recherche opérationnelle est vraiment complexe et j'étais un peu frustrée de ne pas avoir énormément de discussions de recherche opérationnelle dans les pays du Sud. Tout le monde pense qu'une fois que les médicaments sont là, on peut discuter, c'est pas ADKT, c'est celui-là. C'est pas tant que ça la question pour moi que une organisation complète d'une distribution du médicament. Ça, c'est un enjeu qui est beaucoup plus difficile. Et vous ne pensez pas que c'est aussi la responsabilité des laboratoires et des gouvernements de faire tomber les brevets pour faire de ces nouvelles molécules des génériques pour pouvoir les distribuer? Quand bien même les brevets seraient tombés, quand bien même avoir accès au dépistage dans des pays, des coins reculés, des villages isolés. Je vois à Madagascar, il y a des endroits où l'été, on a vraiment le réseau médical qui a accès à tous les villages, et puis l'hiver, les inondations font que de toute façon tout est coupé
coupé et c'est fini. Donc pendant 6 mois, s'il y a une rupture de médicaments, que ce soit de la DKT en anti-intégrase ou n'importe quel autre, c'est la chaîne médicamenteuse qui a été rompue. Et c'est ça pour moi qui est aussi importante. Donc je pense que vous mettez en avant un problème de choix de médicaments, du coup, ce qui, à mon avis, occulte un petit peu toutes les autres difficultés. Donc, il y a combien de molécules disponibles aujourd'hui sur le marché? On est à 25, 26 au total. Du coup, ça fait énormément de combinaisons. Et puis surtout, il y a beaucoup de progrès, les nouvelles formulations, un comprimé, les 3 médicaments en même temps, ça va être une révolution pour les pays du Sud. Un comprimé par jour le matin pour une femme qui part travailler, je trouve que c'est bien. Il y a quand même beaucoup de choses positives qui ont bien avancé. Le problème de la formulation, le problème des médicaments pédiatriques, tout ça, il y a quand même des choses qui avancent bien avec une bonne acceptation des médicaments, meilleure acceptation des médicaments. Puis surtout, je trouve que les bons résultats qu'il y a eu, c'est que les patients africains, ils sont bien observants. Ce dont tout le monde avait douté initialement. Donc je trouve ça, tout ça, c'est assez intéressant. À part que là, il manque quand même des moyens pour pouvoir pour distribuer ces médicaments dans les pays du Sud. Il manque des moyens, puis c'est un métier, la distribution. Le Fonds mondial a été créé justement pour favoriser l'accès au traitement dans les pays pauvres. Aujourd'hui, on sait qu'il manque encore 5 milliards pour terminer les programmes de 2009. Donc ça veut dire qu'il y a certains pays qui ne pourront pas distribuer à nouveau des médicaments, enfin des gens qui sont traités, qui n'auront plus accès à ces traitements puisqu'il manque de l'argent pour terminer le programme. Ça, c'est le vrai challenge, c'est le vrai enjeu actuellement, c'est que la crise ne touche pas l'accès aux soins. Ça, c'est vraiment, vous avez tout à fait raison, je pense que c'est pour moi un des sujets assez graves, assez difficiles. Comment la crise va toucher ces pays en termes d'accès aux médicaments. Ça, je pense qu'on est loin d'avoir l'enveloppe nécessaire. Et encore une fois, cette enveloppe, il ne faut pas que vous la réduisiez simplement à l'achat des médicaments. Il y a tout le reste à construire. Il y a tous les programmes aussi à construire. Il y a tous les programmes à construire. Donc, alors aujourd'hui, concrètement, on traite les malades de séropositifs africains à partir de quel seuil? Je pense que là, l'OMS est en train de réunir les experts. Les recommandations de l'OMS vont sans doute sortir dans le début de l'année 2010. On sent que, on les connaît pas dans les détails, on sent que les recommandations internationales vont être assez similaires à celles que l'on a au Nord, à savoir un traitement plus précoce et nettement plus efficace au long cours qu'un traitement mis en place trop tard. Mais vous pensez vraiment que ça va être possible avec les moyens actuels qu'on donne au Fonds mondial, justement? Je pense que c'est notre rôle. Parce qu'on est un peu dans l'utopie, on me dit on va traiter tôt dans les pays d'Afrique. Non, mais je sais bien qu'on me dit de toujours que je suis utopique, naïve et tout, mais on ne serait pas là 25 ans après si on ne l'était pas. Depuis 25 ans, j'y crois et j'y crois encore. Je crois que les avancées scientifiques nourrissent énormément le débat. Et je vois en 25 ans, c'est sûr qu'au moment de la découverte du virus, nous étions incapables, les uns et les autres, d'abord on était des tout petits débutants, on était incapables d'imaginer que l'épidémie allait être ce qu'elle est maintenant et que 25 ans après, on était à un stade aussi modeste, avec pas de vaccin, avec encore une mortalité aussi forte, avec pas d'accès aux soins. On était incapable de voir que l'épidémie allait s'étendre dans ces proportions-là. Il n'empêche que si on veut regarder le verre, il n'est plus qu'à moitié plein. On a quand même beaucoup de molécules. On a bénéficié d'énormément de développements technologiques. Jamais une maladie a eu accès à autant de classes thérapeutiques aussi rapidement, dans des délais aussi rapides. C'est vrai que le vaccin reste le problème majeur, mais concernant les molécules, les médicaments, les progrès ont été quand même considérables. Il y a eu des annonces qui ont été faites sur des essais à plus ou moins grande échelle sur des vaccins possibles. Qui, pour moi, sont un espoir incroyable. Et en même temps, quand je regarde les résultats qui sont de l'ordre de 30% de réussite sur une population de 16 000 participants, c'est encore trop peu. Et je me dis que, malgré tout, c'est un espoir. Parce que c'est la première fois depuis 25 ans, d'épidémie, qu'on nous laisse entrevoir quelque chose de positif, même si régulièrement il y a des annonces sur des vaccins
qui sont un peu de l'ordre du charlatanisme. Là, pour une fois, il y a un semblant de sérieux et une petite lumière qui pointe. Non, je ne peux pas laisser dire ça. Ce n'est pas un semblant. Les résultats ont été présentés. C'est vrai, être un peu sceptique. Ouais, non. Après 20 ans d'échecs, fin septembre 2009, les résultats partiels d'une étude menée en Thaïlande relancent l'espoir d'un vaccin contre le VIH. Y a-t-il vraiment des raisons d'espérer ? Pour moi, ce n'est pas un semblant de résultat. Les résultats de l'essai thaïlandais, qui a effectivement impliqué 16 000 personnes qui ont été présentées à Paris au congrès AIDS Vaccine, qui ont montré quand même, pour une fois, une réelle protection, évidemment, que chez 30% des sujets qui s'étaient exposés. Alors, pour nous, c'est important parce que c'est un résultat vraiment positif. Ça va nous permettre de décortiquer, de comprendre, d'essayer de comprendre les mécanismes de protection qui ont été mis en place chez ces sujets, de regarder la réponse immunologique, les cellules qui ont été mises en jeu pour protéger, le rôle des anticorps, la classe, les différents types d'anticorps. Donc on a quand même enfin reproduit en quelque sorte un petit peu ce qui avait été observé dans les modèles animaux, même si il reste au moins 10 000 questions à résoudre en matière de vaccins. Je pense que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas énorme, 30%, et puis on ne sait pas surtout si cette protection va être préservée dans le temps chez ces sujets. Donc là aussi, on apprend beaucoup que le système immunitaire est continuellement contourné par le virus, qui sait échapper. Il y a une porte fermée là, il va vers un autre côté. Il sait construire des mécanismes d'échappement, y compris chez un sujet séropositif qui a une défense immunitaire au début forte. Progressivement, le virus s'installe dans l'organisme et va faire des mutations qui vont faire des mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire, de même que le virus est capable de développer des mécanismes d'échappement aux médicaments si la pression thérapeutique n'est pas assez forte, et il fait des virus, il sélectionne des virus résistants. Donc c'est vrai que on va apprendre beaucoup de cet essai thaïlandais. Moi, je le trouve extrêmement rigoureux. Vous ne croyez pas que cette annonce était faite un petit peu tôt quand même ? Non. Parce que ça nous donne, nous, des espoirs quand même. En même temps, on sait très bien que s'il y a un vaccin qui est mis en œuvre, ça viendra pas demain. Il faudra encore, à mon avis, des dizaines d'années avant qu'on arrive à une molécule ou quelque chose qui soit efficace. Je crois qu'il faut vraiment être raisonnable et retourner à la réalité. C'est déjà bien 30%, et c'est une pierre à l'édifice. C'est pas parfait, c'est une pierre à l'édifice. Je pense que effectivement, quand même, ça va nous apprendre beaucoup de choses. Maintenant, on n'a pas beaucoup parlé des virus. Il y a une hétérogénéité virale. Le vaccin, il est sur un seul type de virus ? Oui, mais c'est un vaccin contre un virus B, alors qu'en Thaïlande circule le virus E. Donc quand même, on a une protection, on a plusieurs informations avec cet essai. Il y a combien de types de virus, justement, de Alors, en Thaïlande, c'est très monomorphe, l'épidémie est très monomorphe. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, on a un panel de virus extrêmement diversifié. On a beaucoup de virus B, comme les virus d'Europe et des États-Unis, mais beaucoup de virus A, E, C, D, G, et surtout, ce que l'on observe, y compris dans l'épidémie qu'on a en ce moment en France, dans la cohorte primo-infection de la NRS, dans mon laboratoire, on analyse les virus, chaque nouveau virus, enfin chaque nouvelle infection, on décortique le virus pour comprendre un petit peu de quel type il est. Et on voit que non seulement on a circulation de virus africains en population française, bien sûr, on est très en lien avec des pays de langue française, mais on voit surtout des virus recombinants. Et donc ça, c'est vraiment des nouveaux virus recombinants qui sont complètement nouveaux. C'est un peu comme le virus de la grippe. La capacité du virus des virus à co-infecter une même cellule et à se recombiner à l'intérieur d'une cellule va créer un nouveau virus. Donc c'est vrai que pour la construction vaccinale, c'est une terrible information. On n'aura jamais fini avec la diversité génétique. Non, y compris en France, nous observons des nouveaux variants et des nouvelles classes de virus qui, en plus, nous posent la question du diagnostic, de la charge virale, de la sensibilité des médicaments. Donc c'est vrai que le vaccin sur un seul type de virus, c'est un petit peu faible, mais c'est tellement déjà ça depuis 25 ans.
si le vaccin n'est pas pour tout de suite, il y a quand même d'autres pistes de recherche qui peuvent laisser entendre qu'on n'est pas loin de l'éradication. Oh non, on en est loin. Je pense qu'on en est très loin. Alors, les nouvelles pistes thérapeutiques, il y en a quand même quelques-unes concernant l'entrée du virus dans la cellule, mais il y a surtout toutes les pistes qui concernent la partie du virus qui est intégrée dans le chromosome cellulaire. Le virus va se cacher à l'intérieur du chromosome de la cellule et constituer une cellule réservoir. Là, c'est une partie du virus qui est totalement insensible aux médicaments actuels. Donc, on essaye de trouver des nouveaux médicaments qui sont capables de déloger ce bout d'ADN à l'intérieur de l'ADN chromosomique. Ce sont des nouvelles pistes assez intéressantes, très moléculaires, où il faut bien décortiquer tout le mécanisme de construction du virus à l'intérieur de la chromatine. Ça a fait appel à beaucoup de nouveaux chercheurs avec nous. C'est assez intéressant et en même temps, on en est vraiment au balbutiement et surtout au balbutiement. On a du mal à mobiliser les laboratoires pharmaceutiques sur ces pistes-là, mais ça commence à bouger de façon très positive. Et donc, je suis assez optimiste sur cette nouvelle thématique qui commence à intéresser beaucoup de chercheurs. Donc le message, en tout cas, même si on a une lueur d'espoir sur un vaccin, c'est quand même qu'il ne faut pas lâcher la prévention et qu'il faut quand même revenir à un discours raisonnable. Oui, tout à fait. Je pense que le vaccin ne fait pas du tout éloigner la prévention, loin de là. Je pense que effectivement, le discours de prévention doit être mieux recadré, mieux ciblé, mieux orienté, et on doit dire la réalité. Le vaccin n'est pas là. On a des pistes, ce n'est qu'une piste de recherche. Il y a d'autres pistes un petit peu plus complexes, mais le vaccin n'est pas encore là. Le concept approche. Et du concept à la réalité, il y a une grande distance, c'est clair. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve avec un nouveau débat et 2 nouveaux invités sur le même plateau.